Bonjour. Avec l'accord de Adrienne Tanque, j'ai souhaité apporter un complément au texte de la conférence qu'on a mis en ligne. Pourquoi ai-je voulu apporter un complément? Pour la simple raison que j'ai souhaité adresser un message particulièrement aux Africains et Africaines qui, persuadés d'être en phase avec leur tradition, ont un comportement que je qualifie d'abject. Quel est ce comportement? C'est un comportement que certains Africains et Africaines ont à l'égard des personnes atteintes d'albinisme. Et ces comportements sont des insultes, des crachats, ou voire fiasses, c'est-à-dire ce que nous faisons en Afrique. Ce type de comportement ne sont pas acceptables. Ceci dit, une fois ce constat fait, évidemment, on veut que ça cesse. Mais pour que ce type de comportement cesse, encore faut-il comprendre pourquoi on agit ainsi, d'où ça vient, cela a-t-il un fondement par rapport à notre tradition? Alors, la première des choses donc à faire, c'est soit de prouver que ce n'est pas du tout conforme à notre tradition, et si c'est le cas, il faut donc arrêter. Et si par contre c'est en phase avec la tradition, les valeurs de la tradition, à ce moment, il faut remettre en question cette tradition, parce que là, il est question de la dignité de l'être humain. Alors, pourquoi ces personnes-là, ces Africains, ces Africaines, ont un tel comportement vis-à-vis des personnes atteintes d'albinisme? En général, c'est tout simplement parce que, voilà, paraît-il que dans la tradition, les personnes atteintes d'albinisme sont des personnes à qui on prête soit d'être des démons, avoir des forces occultes, avoir des forces, tout simplement. En tout cas, des forces surnaturelles, quasiment, voilà, des forces divines, etc. Donc, évidemment, les crachats et autres, c'est plutôt pour conjurer un sort, parce que là, on prête à ces personnes atteintes d'albinisme un caractère démoniaque, du coup. La question donc est, est-ce que cela a un fondement dans la tradition? Alors, je commencerai d'abord par citer une maxime que j'apprécie particulièrement de notre tradition. Cette maxime dit « Moi-même, je suis un autre ». Ne serait-ce qu'en vertu de cette maxime, ce comportement est insensé. Non, on va expliquer. Donc, ce type de comportement est en phase avec la société. C'est-à-dire, est-ce que dans l'Afrique pré-coloniale, pré-esclavage, période de l'esclavagisme, est-ce que dans notre antiquité, ce type de comportement existait? Ce type de comportement était valorisé par la tradition? Je ne pense pas. Je vais expliquer pourquoi. Ça fait des millénaires que l'on vit avec des personnes atteintes d'albinisme. Est-ce que l'Africain, dans sa tradition, on est là dans l'Afrique avant la colonisation, avant la période esclavagiste, est-ce que les Africains, à ce moment-là, prêtaient à des êtres humains la capacité d'être démons, d'avoir des pouvoirs surnaturels, d'être divins, etc. Que ce soit
des frères, des sœurs, ou même voire des étrangers. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Alors, non, évidemment. Partons de l'Antiquité. Dans notre Antiquité, on va s'arrêter simplement à l'Égypte antique, hein, parce que ça ne s'arrête pas là. Il y a une période qui est bien antérieure encore. Mais on va s'arrêter simplement à l'Égypte antique, qui officiellement est la période la plus lointaine. Bon. Dans l'Égypte antique, est-ce que on prêtait ce type de force à des individus ou alors à des étrangers? Non. Pour la simple raison que dans les textes qui nous sont parvenus, l'étranger n'est ni pris pour un dieu, ni pour un démon. En revanche, on peut effectivement qualifier un étranger en fonction de son comportement par des qualificatifs. C'est ainsi que dans les textes anciens, on dit des Hyksos, des Grecs, des Romains et des Hébreux qu'ils sont soit roublards, voleurs, belliqueux, etc., etc. Mais à aucun moment on ne dit d'eux qu'ils sont des démons ou encore des dieux. Durant la période de l'esclavage, pareil, les Africains à aucun moment n'ont vu à travers les Eurasiatiques des démons, des dieux. Durant la période de colonisation, c'est pareil, ni des démons, ni des dieux. En revanche, oui, on constatait leur caractère belliqueux, leur roublardise et l'aspect voleur. En ce qui concerne ceux qui vivaient au quotidien avec nous, donc nos frères, nos sœurs de culture, à eux non plus, on ne leur prêtait aucune qualité divine ou autre. Par contre, en revanche, il y a chez nous, effectivement, lorsque quelqu'un venait à mourir, en fonction de son comportement sur Terre, on pouvait effectivement, devenu ancêtre, l'élever donc au rang de divinité. Mais ce n'est pas de son vivant qu'on va lui prêter d'être divin ou démoniaque. Encore que même le côté démoniaque, je ne sais même pas si ça faisait partie de l'imaginaire. Mais voilà. Donc, de l'Antiquité jusqu'à la période précoloniale, les Africains ne prêtaient pas à des humains, étrangers ou non, un caractère démoniaque ou divin. En revanche, en fonction de leur comportement, on pouvait leur attribuer des qualificatifs. Durant la colonisation ou la période esclavagiste, les ethnologues et africanistes ont laissé entendre que les Africains, quand ils verront les Eurasiatiques arriver, ils vont penser que ceux-là, ce sont des fantômes, voire des revenants. Évidemment, ceci est absurde. Nous côtoyons les Grecs, les Romains, les Hébreux, les Hyksos depuis l'Antiquité. Donc les personnes à teinte blanche ne sont pas une surprise pour nous. Nous les connaissons depuis l'Antiquité. Durant la traite négrière, on va nous dire que nous les avons pris pour des revenants. Si c'est revenants dans le sens où nous les avons connus, ils reviennent, oui. Et si c'est dans le sens du fantôme, non. Pour la simple raison. Si je dois penser à un revenant, à un diable, pour ainsi dire, à un fantôme, pourquoi ce dernier ne serait pas à mon image?
Si c'est un frère qui est parti, si c'est une connaissance qui était morte et que je vois revenir, forcément, elle sera à mon image. Elle sera donc, entre guillemets, noire, pas blanche. Pourquoi vais-je voir un fantôme, mon imaginaire, un fantôme sera blanc? Ça n'a pas de sens. D'autant plus qu'à mes côtés, j'ai des frères et sœurs atteints donc de l'albinisme qui ont cette même teinte de peau. Ça veut donc dire que cette teinte de peau n'est pas étrangère, elle ne m'est pas inconnue. Donc quand je vois des Eurasiatiques arriver, soit je les prends comme mes frères, des personnes atteintes d'albinisme, ou encore je constate simplement qu'elles ont le même teint que mes frères. Et je ne vais pas les prendre pour des fantômes et autres. Donc une fois de plus, l'Africain, avant la colonisation, n'a pas dans son imaginaire l'idée qu'un revenant puisse être une personne de teinte blanche. L'Africain n'est pas surpris de voir une personne à teinte blanche, puisqu'il vit depuis des millénaires avec des personnes atteintes d'albinisme et qui ont donc cette peau-là, cette coloration de peau. Et dans l'Antiquité, nous avons côtoyé les Hyksos, les Grecs, les Romains, les Hébreux, qui avaient cette teinte. Donc en quoi serions-nous donc surpris de voir des personnes atteintes blanches? Donc, il est donc faux que de penser que les Africains, en voyant des personnes atteintes blanches, sont effrayés. C'est faux. Si du temps de l'esclavage et de la colonisation, nous avons bien accueilli les étrangers qui venaient avec une teinte de peau différente de la nôtre, si nous les avons bien accueillis, parce que nous n'avions pas peur de ces personnes-là, parce que nous n'avions aucun imaginaire démoniaque ou je ne sais pas quoi à leur égard, nous les avons accueillis les bras ouverts. Ce sont elles, ces personnes qui sont venues avec une intention belliqueuse, roublarde, etc. Mais nous les avons bien accueillis. Alors pourquoi voulez-vous que si ces personnes-là, nous les avons bien accueillis, pourquoi nos frères atteints d'albinisme qui fait qu'elles ont donc la même teinte de peau que ceux qui sont venus vers nous, pourquoi eux, nos frères, nous les aurions maltraités? Pourquoi les aurions-nous considérés comme autre chose? Autrement, comment les aurions-nous considérés autrement que nous avons considéré les étrangers qui arrivaient? Réfléchissez un peu, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis, avant la période coloniale, pré-esclavagiste, dans notre antiquité, nous avons eu la même constance. On accueillait et on ne prêtait pas un caractère démoniaque à l'individu humain. En revanche, est-ce qu'on observe ce type de comportement chez des personnes donc étrangères? Oui, effectivement. Durant l'Antiquité, dans notre Antiquité, donc je dis, on va côtoyer les Grecs, enfin, du moins dans l'ordre, les Hyksos, les Grecs, les Romains, les Hébreux. Dans la plupart d'entre eux, nous allons constater qu'effectivement, il leur arrive de prendre d'autres humains pour des démons ou pour des dieux. Dans le texte de la conférence, je vous avais parlé d'un
roi à une époque, une période dans l'Orient pré-islamique, et ce roi va avoir un enfant atteint d'albinisme. Donc on est là chez des Eurasiatiques, hein. On n'est pas chez les Africains. Il va donc avoir un enfant atteint d'albinisme. Pour ceux qui ne le savent pas, l'albinisme est un phénomène qui touche toutes les races, entre guillemets. Vous en avez en Asie, vous en avez en Amérique, Sud, Nord, vous en avez dans l'Océanie. Bref, partout dans le monde, il y a des personnes atteintes d'albinisme. Donc ce roi va avoir un enfant atteint de l'albinisme, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejeter cet enfant et dire de cet enfant qu'il est un démon. Donc, vous voyez la notion de démon. Tout à l'heure, on a vu qu'en Afrique, il n'y a pas. Là, on a un roi qui estime que parce que son enfant est atteint d'albinisme, que c'est un démon. Durant l'Antiquité, les Grecs percevaient les Éthiopiens et leurs terres, du moins attribuées, disaient que c'était l'Afrique, le continent, hein, était la terre des dieux, et les Africains, qu'ils appelaient Éthiopiens. Alors l'Éthiopie ne désignait pas ce pays qu'il y a aujourd'hui. À l'époque, l'Éthiopie était tout le continent. Donc, ils prenaient donc les Éthiopiens pour des dieux. Donc, on a le fait de donner, attribuer à un individu, à des humains, un caractère démoniaque, et aussi à d'autres individus humains un caractère divin. Durant la période de l'esclavage, on laissera entendre, en tout cas de la bouche des esclavagistes, que nous étions des démons, nous étions des diables. La couleur de notre peau était celle du diable. Durant la période coloniale, ils vont développer une imagerie dans laquelle nous, effectivement, toujours le caractère démoniaque du noir, mais il y a aussi le fait que le noir les prendrait pour des dieux. Vous avez par exemple l'imagerie de Tintin au Congo, Bwana, on le prend pour un dieu. Donc, et ça c'est une construction qui vient des étrangers. C'est pas nous qui disons qu'ils sont des dieux, on l'a vu tout à l'heure, ni des démons, mais c'est eux qui nous attribuent le fait d'être des démons et le fait de les considérer comme des dieux. Bon. Fort de cela, il est donc manifeste que ce type de comportement n'est pas endogène à l'Afrique. Ceci laisse donc entendre que le comportement des Africains aujourd'hui n'est pas en phase avec la tradition. J'ai dit, la tradition dit, moi-même je suis un autre. Donc si moi-même je suis un autre, ça veut dire que culturellement, je m'identifie à l'autre. Je ne nie pas l'humanité de celui qui culturellement n'est pas en phase avec moi. Cependant, je ne nie pas son humanité. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, les langues africaines sont des coffres-forts. Et quand on ouvre le coffre-fort que sont nos langues, on comprend tout. Dans ma langue, pour désigner la personne qui a une teinte blanche, on dit Mundele. Je tiens à préciser que dans aucune langue africaine, on n'identifie l'humain à la couleur de sa peau. C'est la raison pour laquelle la personne, mon frère, ma sœur, qui est atteinte d'albinisme, bien que n'ayant pas la même couleur de peau que moi, elle demeure cependant une africaine, une kamite,
pour la simple raison qu'elle a la même culture que moi. Ce qui fonde l'individu dans la tradition kamite, c'est sa culture et non la teinte de sa peau. Vous voyez à quel point nous avons une diversité de teintes en Afrique. Donc sur quelle base allions-nous fonder l'individu humain à travers des critères basés sur la couleur de la peau. Pardon. Donc, on a toute une imagerie durant la colonisation qui tend donc à faire passer les uns pour des dieux, les autres pour des diables. Donc, l'Africain, quand il parle dans sa langue, il comprend les choses. Dans ma langue, donc, je disais, pour désigner la personne atteinte blanche, je dis Mundele. Alors, il faut faire maintenant une étude étymologique des mots. Mu, c'est le mot de Muntu, singulier de Bantu, donc l'être humain. Mundele. Après, il faut chercher à savoir maintenant ce que signifie Ndele. Ndele, en lingala, vient du terme Ata Ndele. Ata renvoie à l'ancien. Alors, humainement, c'est l'ancêtre. En rapport avec le temps, c'est justement les origines. Ata Ndele. Ndele fait allusion à, c'est-à-dire quand on dit Ata Ndele, c'est tôt ou tard. Donc Ndele fait allusion à quelque chose qui a mis du temps. Ça fait allusion également à la lune. C'est-à-dire que vous avez le soleil qui est à son zénith. Là, et vous avez la lune qui est dans une phase descendante ou alors qui commence à naître. Mais il n'est pas encore totalement développé. Donc, Atandele, Mundele, c'est tout simplement un être humain qui, de par son comportement, parce que c'est le comportement qui détermine tout, qui, de par son comportement, n'est pas encore mature. Vous comprenez? Tout comme, d'où le terme d'ailleurs kamite. Kamite n'a rien à voir avec la peau noire. Kamite. Le ka, c'est la valeur intrinsèque. Le ka. Le ka, dans les hiéroglyphes, est représenté par le charbon. Cela pour désigner la notion de temps. Parce que le charbon, c'est comme donc ata, ka. Le ka comme ata, ça désigne la notion de temps. Le charbon, c'est pour dire ka, l'origine. Le m, c'est kam. Le kam, kami, kam. Le m, c'est muntu. Kami, kamu. Le i, ça désigne la maîtrise. Ka, mi, to. Le to, c'est la terre. Toto, le continent. To, la terre. Ka, mi, to. Ka, mu, to. C'est la même chose. Autrement dit, celui qui c'est l'humain par excellence, donc l'être humain primordial, Ka, l'humain, celui qui est le premier donc à être sur terre. Ka, mi, to, ka, muto. Mundele, c'est celui qui arrive plus tard. Vous comprenez? Et ça, vous retrouvez cela dans toutes les langues africaines. Je vais en Afrique du Sud. On a, pour désigner la personne qui a le teint pâle, on dit qu'il s'appelle Umlungu.
c'est ni plus ni moins que mou. C'est inversé. U-M, mou. Lungu. Lungu, c'est encore en lien avec la lune. Donc, ça a le même sens que Mundele. En Afrique du Sud, on connaît la couleur blanche. J'ai dit qu'on n'identifie pas l'humain à la couleur de sa peau. La couleur blanche se dit umlof. Ça, c'est la couleur blanche. Mais la personne qui est donc d'une teinte blanche, l'humain, en revanche, s'appelle umlungu. Maintenant, pour celui qu'on va déterminer à travers son caractère, son comportement, celui-là, c'est un peu comme les Boers, ils les ont appelés Ama Bulu. Ama, vous voyez par exemple dans la langue Ewe, Ama signifie simplement l'homme, l'humain, l'individu humain, Ama. Ama Bulu, Bulu, c'est l'animal. Comprenez? Dans ma langue, on dit Kibulu, l'animal. Donc, Amabulu, c'est l'être humain, mais qui a encore un caractère bestial. Donc, vous voyez que même en Afrique du Sud, ils font la différence entre le Boer et l'homme, entre guillemets, blanc. Ils font bien la différence. Donc, on voit bien que dans nos langues, on n'identifie pas la personne à la couleur de sa peau et on ne lui prête aucun caractère divin ou démoniaque. Donc, toutes ces personnes qui, en voyant une personne atteinte d'albinisme, crachent, insultent, en croyant être en phase avec leur tradition, à travers le fait que l'on ait des croyances comme quoi l'albinos serait porteuse de force, de... Oui, c'est ce que certains Africains croient, mais ça vient de l'extérieur. C'est pas un prisme, c'est pas une vision qui est endogène. Donc, ça n'a pas lieu d'être. Ce type de comportement doivent tout simplement s'arrêter, si tant est qu'on pense que ça vient de la tradition. Je fais un parallèle, j'ouvre une parenthèse. Nous avons fait la même chose avec l'excision. Quand on interroge les anciens, ils nous disent que l'excision, ça vient de la tradition. Donc pour nous, la meilleure façon de mettre un terme à l'excision, c'est pas simplement de dire qu'il faut que ça s'arrête, parce que ça pourrait revenir. Non, il faut abattre l'argument des anciens. C'est la tradition. Eh bien non, on démontre que ce n'est pas la tradition. Donc ça n'a plus lieu d'être. Pareil donc pour ce que subissent nos frères et sœurs atteints d'albinisme, il faut que ça cesse parce que ce n'est pas endogène à notre continent. Comme pour l'excision, ce n'est pas endogène et vous constaterez que l'excision ne se passe pas sur tout le continent. Ça se passe uniquement dans la partie nord du continent, là par où les ressources, les visions, les codes étrangers sont entrés. L'albinisme ne touche pas tous les pays d'Afrique. Du moins, j'entends, excusez-moi quand je dis l'albinisme, c'est-à-dire que les comportements violents à l'égard de nos frères. Il y a de nombreux pays d'Afrique où les personnes atteintes d'albinisme vivent normalement. Oui, elles ont des problèmes sujettes au soleil, oui, mais elles vivent normalement. Après, oui, que quelqu'un les regarde, mais ça, c'est humain. À la rigueur, une personne avec un handicap, une personne avec une blessure aura le même regard porté sur elle.
Donc, je ne parle pas de ça. Je parle du comportement qui consisterait à cracher parce qu'on pense qu'on conjure un sort de cette personne à qui on prête des forces démoniaques et autres. Ça, c'est pas propre à notre tradition. Nous, les Africains, nous devons être sans concession quand on vient prêter à notre tradition des repères, des codes, une vision, un prisme qui ne lui est pas endogène. C'est ce que je fais là. Les crimes perpétués contre les personnes atteintes d'albinisme se passent en Afrique, c'est un fait. Mais il est un autre fait qui est que ce n'est pas un comportement qui est endogène à l'Afrique. Vous savez, les personnes atteintes rousses, blondes en France, au Moyen-Âge, et peut-être même avant, je pense, ont été persécutées. Les rouquins, les personnes rousses, ont subi ce que subissent les personnes atteintes d'albinisme chez nous. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit à la conférence, vous n'aurez qu'à lire le texte à ce sujet. Mais en tout cas, je dis que les traitements odieux perpétués sur nos frères atteints d'albinisme sont des comportements récents dans notre histoire qui est millénaire, plurimillénaire devrais-je même dire. C'est à partir de l'esclavage, de la colonisation, qu'on constate ce type de comportement. Et encore, les crimes perpétués contre les personnes atteintes d'albinisme, c'est au XXe siècle. C'est quelques pays et c'est un phénomène récent. Je parle bien des crimes perpétués contre les personnes atteintes d'albinisme. Voilà. Donc, nous devons y mettre un terme parce qu'effectivement, moi-même, je suis un autre. La personne atteinte d'albinisme qui est en face de moi, elle est comme moi. Culturellement parlant, elle est comme moi. La différence de teinte que nous avons n'est pas un fondement. La société est comme un cercle dont chacun de nous est le rayon. Et chaque rayon est identique. Moi-même, je suis un autre. L'Afrique, l'Africain, le Kamite n'identifie pas l'autre à la couleur de peau, n'identifie pas l'humain à la couleur de sa peau, il identifie l'humain à sa culture. Voilà, je tenais à apporter ce complément qui s'adresse spécifiquement, particulièrement à mes frères et sœurs africains qui ont des comportements abjects à l'égard de nos frères et sœurs atteintes de l'albinisme, par ignorance et parce qu'elles sont persuadées qu'elles sont en phase avec la tradition.